Histoire comment le bandage des pieds a commencé. Au tout début de toute chose, lorsque les dieux créaient le monde, le moment vint enfin de séparer la terre des cieux. C'était un travail difficile, et sans le sang-froid et l'habileté d'une jeune déesse, tout aurait échoué. Cette déesse s'appelait Luo. Elle observait paresseusement la croissance de la planète, quand, à sa grande horreur, elle vit la boule nouvellement fabriquée glisser lentement de sa place. Dans une seconde, il serait tombé dans le gouffre sans fond. Rapide comme un éclair, Luo l'arrêta avec sa baguette magique et la tint fermement jusqu'à ce que le dieu principal vienne à son secours. Mais ça n'était pas tout. Lorsque les hommes et les femmes furent mis sur terre, Luo les aida grandement en leur donnant l'exemple de pureté et de gentillesse. Tout le monde l'aimait et la présentait comme celle qui était toujours prête à faire une bonne action. Après qu'elle ait quitté le monde et soit allée au pays des dieux, de belles statues d'elle ont été érigées dans de nombreux temples pour garder son image toujours devant les yeux des pécheurs. Le plus grand d'entre eux se trouvait dans la capitale. Ainsi, lorsque des femmes tristes voulaient offrir leurs prières à quelque déesse vertueuse, elles se rendaient dans un temple de Luo et épanchaient leur cœur devant son sanctuaire. À une certaine époque, le méchant Shōshin, dernier dirigeant des Yin, alla prier dans le temple de la ville. Là, ses yeux royaux furent captivés par la vue d'un visage merveilleux, dont la beauté était si grande qu'il en tomba immédiatement amoureux, disant à ses ministres qu'il souhaitait pouvoir prendre cette déesse, qui n'était autre que Luo, pour une de ses femmes. Maintenant, Luo était terriblement en colère qu'un prince terrestre ose faire une telle remarque à son sujet. C'est alors qu'elle résolut de punir l'empereur. Appelant ses esprits assistants, elle leur parla de l'insulte de Shōshin. De tous ses serviteurs, le plus rusé était celui que nous appellerons Fox Sprite, car il appartenait réellement à la famille des renards. Luo a ordonné à Fox Sprite de ne s'épargner aucune peine pour faire souffrir le méchant dirigeant pour son impudence. Pendant plusieurs jours, malgré tous ses efforts, Shōshin, le grand fils du ciel, ne put oublier le visage qu'il avait vu dans le temple. Il est complètement fou, riaient ses courtisans dans son dos, de tomber amoureux d'une statue. Je dois trouver une femme qui lui ressemble, dit l'empereur, et la prendre pour épouse. Pourquoi? Très puissant, suggéra un conseiller favori. Envoyez un ordre dans toute la longueur et la largeur de votre empire, qu'aucune jeune fille ne soit prise en mariage tant que vous n'aurez pas choisi vous-même une épouse dont la beauté égalera celle de Lu. Oh, Shōshin était satisfait de cette suggestion et l'aurait sans doute suivi si son premier ministre ne l'avait pas supplié de reporter l'émission de l'ordre. Votre Altesse impériale, commença le fonctionnaire, puisque vous avez bien voulu suivre mes conseils une ou deux fois, je vous prie d'écouter maintenant ce que je dis. Parlez, et vos paroles retiendront toute ma meilleure attention, répondit Shōshin avec un gracieux geste de la main. Sache donc, grand Dieu, que dans la partie sud de ton royaume habite un vice-roi dont la bravoure l'a rendu célèbre au combat. Parlez-vous de Sunan? Questionna Shōshin en fronçant les sourcils, car ce Sunan avait été autrefois un rebelle. Aucun autre, puissant fils du ciel. Il est célèbre en tant que soldat, mais son nom est maintenant encore plus grand dans la mesure où il est le père de la plus belle fille de toute la Chine. Cette jolie fleur qui a fleuri récemment dans sa maison est toujours célibataire. Pourquoi ne pas ordonner à son père de l'amener au palais afin que vous puissiez l'épouser et la placer dans votre demeure royale? Et es-tu sûr de cette merveilleuse beauté que tu décris si joliment? Demanda le souverain, un sourire de plaisir illuminant son visage.
Je suis tellement sûr que je miserai sur votre satisfaction. Assez. Je vous ordonne immédiatement de convoquer le vice-roi et sa fille. Ajoutez le sceau impérial au message. Le Premier ministre partit en souriant pour donner l'ordre. Au fond, il était plus que ravi que l'empereur ait accepté sa suggestion, car Sunan, le vice-roi, était depuis longtemps son principal ennemi, et il projetait ainsi de le renverser. Le vice-roi, comme il le savait, était un homme de fer. Il ne se sentirait certainement pas honoré à l'idée de voir sa fille entrer au palais impérial en tant qu'épouse secondaire. Sans aucun doute, il refuserait d'obéir à l'ordre et entraînerait ainsi sa propre chute immédiate. Le Premier ministre ne s'est pas trompé non plus. Lorsque Sunan reçut le message impérial, son cœur était brûlant de colère contre son souverain. Se voir voler son adorable Taki, même par le trône, était, à ses yeux, une terrible honte. Aurait-il pu être sûr qu'elle serait nommée impératrice? Cela aurait pu être différent, mais avec tant d'autres partageant les faveurs de Shōshin, sa promotion à la première place dans la maison du grand n'était en aucun cas certaine. De plus, elle était l'enfant préféré de Sunan, et le vieil homme ne pouvait pas supporter l'idée de se séparer d'elle. Il préférerait renoncer à sa vie plutôt que de la laisser aller vers ce dirigeant cruel. Non. Tu ne le feras pas, dit-il à Taki, même si je dois mourir pour te sauver. La belle jeune fille a écouté les paroles de son père, en larmes. Se jetant à ses pieds, elle le remercia de sa miséricorde et lui promit de l'aimer plus tendrement que jamais. Elle lui dit que sa vanité n'avait pas été flattée par ce que la plupart des filles auraient pu considérer comme un honneur, qu'elle préférait avoir l'amour d'un homme bon comme son père, plutôt que de partager avec d'autres les affections d'un roi. Après avoir écouté sa fille, le vice-roi envoya une réponse respectueuse au palais, remerciant l'empereur pour sa faveur, mais disant qu'il ne pouvait pas abandonner Taki. Elle est indigne de l'honneur que vous comptez lui faire, dit-il en concluant, car, ayant été la prunelle des yeux de son père, elle ne serait pas heureuse de partager même votre plus auguste faveur avec les nombreux autres que vous avez choisis. Lorsque l'empereur apprit la réponse de Sunan, il ne put en croire ses oreilles. Voir son ordre ainsi désobéi était un crime inouï. Jamais auparavant un sujet de l'Empire du Milieu n'avait offert une telle insulte à un dirigeant. Bouillant de rage, il ordonna à son premier ministre d'envoyer une armée qui ramènerait le vice-roi à la raison. Dites-lui que s'il désobéit, lui et sa famille, ainsi que tout ce qu'il possède, seront détruits. Ravi du succès de son complot contre Sunan, le Premier ministre envoya un régiment de soldats pour mettre les rebelles au terme. Entre-temps, les amis de l'audacieux vice-roi n'avaient pas chômé. Apprenant le danger qui menaçait leur souverain, devenu favori du général, des centaines d'hommes lui proposèrent leur aide contre l'armée de Shōshin. Ainsi, quand on vit approcher les bannières de l'empereur et qu'on entendit rouler au loin les tambours de guerre, les rebelles, avec un grand cri, s'élancèrent pour combattre pour leur chef. Dans le combat qui eut lieu, les soldats impériaux furent contraints de fuir. Lorsque l'empereur apprit cette défaite, il fut brûlant de colère. Il rassembla ses conseillers et ordonna qu'une armée, 2 fois plus nombreuse que la première, soit envoyée dans le pays de Sunan pour détruire les champs et les villages des gens qui s'étaient soulevés contre lui. N'épargnez pas un seul d'entre eux, cria-t-il, car ce sont des traîtres au trône du dragon. Une fois de plus, les amis du vice-roi résolurent de le soutenir, même jusqu'à la mort. Taki, sa fille,
se sépara des autres membres de la famille, pleurant amèrement de leur avoir causé tant de chagrin. Je préférerais entrer dans le palais et être la plus basse parmi les femmes de Shōshin plutôt que d'être la cause de tout ce chagrin, s'écria-t-elle en désespoir de cause. Mais son père la calma en lui disant, « Prends courage, Taki. L'armée de l'empereur, même si elle est 2 fois plus nombreuse que la mienne, ne nous vaincra pas. La droite est de notre côté. Les dieux de la bataille aideront ceux qui luttaient pour la justice. » Une semaine plus tard, une seconde bataille eut lieu, et la lutte fut si serrée que personne ne pouvait en prévoir l'issue. L'armée impériale était commandée par les nobles les plus âgés du royaume, les plus habiles à la guerre, tandis que les hommes du vice-roi étaient jeunes et mal entraînés. De plus, les membres de l'armée du dragon s'étaient vus promettre une double solde s'ils accomplissaient les vœux de leur souverain, tandis que les soldats de Sunan savaient trop bien qu'ils seraient passés au fil de l'épée s'il était vaincu. Au moment où le fracas des armes atteignait son apogée, le bruit des gongs se fit entendre sur une colline lointaine. Les troupes gouvernementales furent étonnées de voir de nouvelles compagnies marcher au secours de leurs ennemis. Avec un cri sauvage de déception, ils se retournèrent et s'enfuirent du terrain. Ces renforts inattendus se sont avérés être des femmes que Taki avait persuadées de se déguiser en soldats et de l'accompagner dans le but d'effrayer l'ennemi. Ainsi, pour la seconde fois, Sunan fut victorieux. Au cours de l'année suivante, plusieurs batailles eurent peu d'importance, sauf que dans chacune d'elles de nombreux partisans de Sunan furent tués. Finalement, l'un des meilleurs amis du vice-roi vint vers lui et lui dit, « Noble seigneur, il est inutile de continuer la lutte. Je crains que vous ne deviez abandonner le combat. Vous avez perdu plus de la moitié de vos partisans. Les archers restants sont soit malades, ou blessés et peuvent être de peu d'utilité. De plus, l'empereur est déjà en train de lever une nouvelle armée des provinces lointaines, et enverra bientôt contre nous une force 10 fois plus grande que toutes celles que nous avons encore vues. Victoire. Poursuivre les combats serait une folie. Conduisez donc votre fille au palais. Jetez-vous à la merci du trône. Vous devez accepter avec joie le sort que les dieux vous ont permis de supporter. » Taki, ayant par hasard entendu cette conversation, se précipita et supplia son père de ne pas tenir plus longtemps, mais de la livrer à l'avidité du méchant Shōshin. Avec un soupir, le vice-roi céda à leurs souhaits. Le lendemain, il envoya un messager à l'empereur, promettant d'amener immédiatement Taki dans la capitale. Maintenant, nous ne devons pas oublier Fox Sprite, le démon, qui avait reçu l'ordre de la bonne déesse Luo d'infliger un terrible châtiment à l'empereur. Durant toutes les années de conflit entre Shōshin et les rebelles, Fox Sprite attendait patiemment sa chance. Il savait bien qu'un jour, tôt ou tard, viendrait une heure où Shōshin serait à sa merci. Lorsque le moment fut donc venu pour Taki de se rendre au palais, Fox Sprite sentit que sa chance était enfin venue. La belle jeune fille pour laquelle Shōshin avait abandonné tant de centaines de ses soldats aurait clairement un grand pouvoir sur l'empereur. Elle doit être amenée à contribuer au châtiment de son méchant mari. Fox Sprite s'est donc rendu invisible et a voyagé avec le groupe du vice-roi du centre de la Chine à la capitale. Lors de la dernière nuit de leur voyage, Sunan et sa fille se sont arrêtés pour se reposer et manger dans une grande auberge. À peine la jeune fille était-elle allée dans sa chambre pour la nuit que Fox Sprite l'a suivie. Puis il s'est rendu visible. Au début, elle fut effrayée de voir un être aussi étrange dans sa chambre, mais quand Fox Sprite lui dit qu'il était un serviteur de la grande déesse Luo, elle fut réconfortée, car elle savait que Luo était l'ami des femmes.
Et les enfants. Mais comment puis-je aider à punir l'empereur? Hésita-t-elle lorsque le lutin lui dit qu'il voulait son aide. Je ne suis qu'une fille sans défense, et là, elle se mit à pleurer. Sèche tes larmes, dit-il d'un ton apaisant. Ce sera très facile. Laissez-moi seulement prendre votre forme pour un moment. Quand je serai la femme de l'empereur, en riant, je trouverai un moyen de le punir, car personne ne peut faire plus de mal à un homme que sa femme. Si elle le désire. Vous savez, je suis un serviteur de Luo et je peux faire tout ce que je veux. Mais l'empereur ne veut pas de renard pour épouse, sanglotait-elle. Bien que je sois toujours un renard, je ressemblerai au Botaki. Rassurez-vous le cœur, il ne le saura jamais. Oh, je vois, sourit-elle, tu mettras ton esprit dans mon corps et tu me ressembleras, même si tu ne seras pas vraiment moi. Mais qu'adviendra-t-il du vrai moi? Dois-je être un renard et qui te ressemble? Non. Pas à moins que tu le veuilles. Je te rendrai invisible, et tu pourras être prêt à retourner dans ton propre corps quand je me serai débarrassé de l'empereur. Très bien, répondit la jeune fille, quelque peu soulagée par son explication, mais essaie de ne pas trop t'étendre, car je n'aime pas l'idée que quelqu'un d'autre se promène dans mon corps. Fox Sprite a donc fait entrer son propre esprit dans le corps de la jeune fille, et personne n'aurait pu dire, d'après son apparence extérieure, qu'un changement avait eu lieu. La belle fille était maintenant en réalité le sournois Fox Sprite, mais d'une seule manière. Elle ne ressemblait à un renard. Lorsque l'esprit du renard entra dans son corps, ses pieds se ratatinèrent soudainement et devinrent très semblables en forme et en taille aux pieds de l'animal qui la tenait en son pouvoir. Lorsque le renard remarqua cela, il fut d'abord quelque peu ennuyé, mais, sentant que personne d'autre ne le saurait, il ne prit pas la peine de redonner aux pattes du renard une forme humaine. Le lendemain matin, lorsque le vice-roi appela sa fille pour la dernière étape de leur voyage, il salua Fox Sprite sans se douter que quelque chose d'inhabituel s'était produit depuis qu'il avait vu Taki pour la dernière fois. Cet esprit rusé remplit si bien son rôle que le père fut complètement trompé, par le regard, par la voix et par le geste. Le lendemain, les voyageurs arrivèrent à la capitale et Sunan se présenta devant Shōshin, l'empereur, conduisant Fox Sprite avec lui. Bien sûr, le renard rusé, avec tous ses pouvoirs magiques, fut bientôt capable de prendre le dessus sur le méchant dirigeant. Le grand a gracié Sunan, même s'il avait bien eu l'intention de le mettre à mort en tant que rebelle. Maintenant, l'occasion que Fox Sprite attendait était venue. Il commença immédiatement, provoquant de nombreux actes de violence chez l'empereur. Les gens avaient déjà commencé à détester Shōshin, et bientôt il devint odieux à leurs yeux. De nombreux membres éminents de la cour ont été injustement mis à mort. D'horribles tortures étaient imaginées pour punir ceux qui ne trouvaient pas grâce auprès de la couronne. On parla enfin ouvertement d'une rébellion. Bien sûr, toutes ces choses ravissaient le renard rusé, car il voyait que, tôt ou tard, le Fils du ciel serait expulsé du palais, et il savait qu'alors son travail pour la déesse Luo serait terminé. En plus de se frayer un chemin dans le cœur de l'empereur, le renard devint un favori général des dames du palais. Ces femmes voyaient dans la dernière épouse de Shōshin la plus belle femme qui ait jamais vécu dans le harem royal. On pourrait penser que cette beauté les aurait amenées à détester Fox Sprite, mais ce n'était pas le cas. Ils admiraient la rondeur du corps de Fox Sprite, la clarté du teint de Fox Sprite, le feu dans les yeux de Fox Sprite, mais surtout ils s'étonnaient de la petitesse des pieds de Fox Sprite, car, vous vous en souvenez,
Le supposé Taki avait maintenant des pieds de renard. Pieds au lieu de ceux de forme humaine. Ainsi, les petits pieds sont devenus à la mode chez les femmes. Toutes les dames de la cour, vieilles et jeunes, belles et laides, commencèrent à réfléchir à des plans pour fabriquer leurs propres pieds aussi petits que ceux de Fox Sprite. Ils pensaient ainsi augmenter leurs chances de trouver les faveurs de l'empereur. Peu à peu, à l'extérieur du palais, les gens commencèrent à entendre parler de cette mode absurde. Les mères liaient les pieds de leurs petites filles de manière à arrêter leur croissance. Les os des orteils étaient pliés en arrière et brisés, tant les aînés étaient désireux de voir leurs filles devenir des jeunes filles aux pieds minuscules. Ainsi, pendant plusieurs années de leur enfance, les petites furent contraintes d'endurer les tortures les plus sévères. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle mode s'implante solidement en Chine. Il devenait presque impossible pour les parents de trouver un mari pour leur fille. À moins que celle-ci n'ait souffert des douleurs intenses causées par les pieds bandés. Et même aujourd'hui, nous constatons que de nombreuses personnes sont encore sous l'influence de la magie de Fox Sprite et croient qu'un petit pied déformé est plus beau qu'un pied naturel. Mais revenons à l'histoire de Fox Sprite et du méchant empereur. Pendant plusieurs années, la situation n'a cessé de s'aggraver dans le pays. Finalement, le peuple se souleva en bloc contre le souverain. Une grande bataille a été livrée. Le méchant Shōshin fut renversé et mis à mort au moyen de ces mêmes instruments de torture qu'il avait si souvent utilisés contre ses sujets. À cette époque, tous les seigneurs et nobles savaient que le favori de l'empereur était la principale cause de la méchanceté de leur souverain. C'est pourquoi ils ont exigé la mort de Fox Sprite. Mais personne ne souhaitait tuer une si belle créature. Toutes les personnes nommées ont refusé de faire l'acte. Finalement, un membre du tribunal aux cheveux gris s'est laissé bander les yeux. Avec une épée tranchante, il transperça le corps de Fox Sprite jusqu'au cœur. Ceux qui se tenaient à proximité se couvraient les yeux avec leurs mains, car ils ne pouvaient pas supporter de voir mourir une femme aussi merveilleuse. Soudain, alors qu'ils levaient les yeux, ils virent un spectacle si étrange que tous furent stupéfaits. Au lieu de tomber au sol, la forme gracieuse se balança d'avant en arrière pendant un moment, quand tout à coup sembla surgir d'elle un énorme renard des montagnes. L'animal regarda autour de lui, puis, poussant un cri de peur, se précipitant devant les fonctionnaires, les courtisans et les soldats, il s'élança vers la porte de l'enclos. Un renard! S'écria le peuple émerveillé. À ce moment-là, Taki tomba évanoui sur le sol. Lorsqu'ils la relevèrent, pensant bien sûr qu'elle était morte d'un coup d'épée, ils ne trouvèrent aucun sang sur son corps et, en y regardant de plus près, ils virent qu'il n'y avait pas la moindre blessure. Merveille des merveilles! Crièrent-ils tous. Les dieux l'ont protégée. À ce moment-là, Taki ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Où suis-je? Demanda-t-elle d'une voix faible. Je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé. Puis ils lui racontèrent ce qu'ils avaient vu, et enfin il devint clair pour la belle femme qu'après toutes ces années, Fox Sprite avait quitté son corps. Elle était redevenue elle-même. Pendant longtemps, elle n'a pas réussi à faire croire aux gens son histoire. Ils disaient tous qu'elle avait dû perdre la tête, que les dieux lui avaient sauvé la vie, mais l'avaient punie de sa méchanceté en lui enlevant la raison. Mais cette nuit-là, alors que ses servantes la déshabillaient dans le palais, elles virent ses pieds qui avaient repris leur taille naturelle, et alors elles savaient qu'elle avait dit la vérité. Comment Taki est devenue l'épouse d'un bon noble qui admirait depuis longtemps sa grande beauté est une histoire beaucoup trop longue pour être racontée ici. Mais nous sommes sûrs d'une chose,
elle a vécu longtemps et a été heureuse pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.